ASMR marxiste. Je suis très heureuse, très heureuse des réponses, des retours, on va dire, à mes premières vidéos. Ça fonctionne vraiment. Genre, j'ai posté 2 vidéos, les 2 vidéos fonctionnent bien. Les gens ont l'air, comment dire, enthousiasmés par l'idée, voilà, de se poser, de réfléchir et de découvrir des nouveaux textes. Alors pour l'instant, je reste fidèle à mon format de lecture de texte parce que, comment dire, déjà c'est assez facile en fait à faire. Et voilà, enfin, je pense que c'est bien parce que je lis en général la première partie du texte et si des personnes ont envie d'approfondir, elles peuvent aller lire par elles-mêmes. J'ai noté plusieurs remarques. D'abord, qu'il fallait que je fasse plus de pauses quand je lisais les textes pour que ce soit plus facile, disons, d'intégrer les informations. Et je le comprends tout à fait. Ensuite, j'ai noté plusieurs recommandations de textes que je prévois de faire. Voilà, après j'exclus pas de faire d'autres formats. Et puis si vous avez des idées de formats qui vous intéresseraient, que ce soit, disons, plus axé politique ou des formats plus chill, genre plus personnel, n'hésitez pas à me les dire. Voilà, moi en tout cas ça va. Je suis très heureuse que ça fonctionne. Après, je vous avoue que pour l'instant, je ne me fixe pas d'objectif de régularité parce que j'ai pas envie que... Enfin, moi déjà je suis en stage à côté, donc je n'ai pas envie que que l'ASMR ça devienne une contrainte ou quelque chose qui me saoule. Donc je le fais quand j'en ai l'envie tout simplement. Donc je ne prévois aucune régularité, même si je vais essayer, voilà, d'en faire au moins une par semaine. Voilà. Et sinon, en ce moment, moi je profite de la vie. Je profite de la vie. J'espère que vous aussi. Mais je pourrais vous parler de tout ça dans une autre vidéo. Voilà. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous lire le texte, les 3 sources et les 3 parties constitutives du marxisme de Lénine. Je vais lire comme ça parce que le texte est sourd sur mon ordinateur. Voilà, c'est un texte d'introduction, enfin qui est pensé par Lénine comme une introduction au marxisme. Donc c'est un texte didactique, aussi simplificateur. Mais bon, la simplification c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est voilà, je le dis, pour moi c'est pas un gros mot, mais c'est un texte de propagande. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose de faire de la propagande. D'ailleurs, je considère que ce que je fais ici, c'est un petit peu de la propagande aussi. Mais je pense qu'il faut l'avoir en tête parce que le marxisme, c'est quand même quelque chose de complexe. Et là, le texte, il va peut-être un peu aplatir certains concepts. Mais voilà, c'est aussi une qualité d'un texte d'arriver à simplifier et de transmettre les idées générales. Bon, je commence. Les 3 sources et les 3 parties constitutives du marxisme Lénine. La doctrine de Marx suscite dans l'ensemble du monde civilisé la plus grande hostilité et la haine de toute la science bourgeoise, officielle comme libérale, qui voit dans le marxisme quelque chose comme une secte malfaisante. On ne peut pas s'attendre à une autre attitude, car, dans une société fondée sur la lutte des classes, il ne saurait y avoir de sens social impartial. Toute la science officielle et libérale défend, d'une façon ou de l'autre, l'esclavage salarié. Cependant que le marxisme a déclaré une guerre implacable à cet esclavage. Demander une science impartiale dans une société fondée sur l'esclavage salarié est une naïveté aussi puérile que de demander aux fabricants de
se montrer impartiaux dans la question de savoir s'il convient de diminuer les profits du capital pour augmenter le salaire des ouvriers. Bon, du coup, Lénine introduit le marxisme comme une doctrine qui rencontre beaucoup de résistance dans le monde. Et ça, je pense que c'est un constat qu'on peut faire encore aujourd'hui. La preuve, c'est que moi, j'ai posté mes vidéos, voilà, qui sont juste des vidéos de lecture. Bon, on devine que je suis à peu près d'accord avec la doctrine, etc. Mais je me suis pris quand même des messages de haine parce que les gens ont très peur de la doctrine de Marx encore aujourd'hui. Et c'est une doctrine tellement puissante, tellement forte, tellement, je dirais, oui, véridique en tout cas, qu'elle effraie les gens, les bourgeois, qui sont obligés de la calomnier. Je continue. Mais ce n'est pas tout. L'histoire de la philosophie et l'histoire de la science sociale montrent en toute clarté que le marxisme n'a rien qui ressemble à du sectarisme, dans le sens d'une doctrine repliée sur elle-même et ossifiée, surgit à l'écart de la grande route du développement de la civilisation universelle. Au contraire, Marx a ceci de génial qu'il a répondu aux questions que l'humanité avancée avait déjà soulevées. Sa doctrine naquit comme la continuation directe et immédiate des doctrines des représentants les plus éminents de la philosophie, de l'économie politique et du socialisme, 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 socialisme. La doctrine de Marx est toute puissante parce qu'elle est juste, elle est harmonieuse et complète. Elle donne aux hommes une conception cohérente du monde, inconciliable avec toute superstition, avec toute réaction, avec toute défense de l'oppression bourgeoise. Elle est le successeur légitime de tout ce que l'humanité a créé de meilleur au XIXe siècle. La philosophie allemande, l'économie politique anglaise et le socialisme français. C'est à ces trois sources, à ces trois parties constitutives du marxisme que nous nous arrêterons brièvement. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Et Lénine nous donne ici ce qui est selon lui les trois parties, les trois parties constitutives du marxisme. Et ça lui permet de faire, voilà, il va ensuite développer ces trois parties. Ça lui permet de structurer son texte et de le simplifier. Je disais que ce texte est pour moi quand même un texte de propagande parce que quand il dit la doctrine de Marx est parfaite et toute puissante, je trouve que c'est un peu grandiloquent, même si moi je suis d'accord. Mais voilà. Grand 1. Le matérialisme et la philosophie du marxisme. Au cours de toute l'histoire moderne de l'Europe, et surtout à la fin du XVIIIe siècle en France, où se déroulait une lutte décisive contre tout le fatras du Moyen-Âge, contre la féodalité, contre les institutions et dans les idées, le matérialisme fut l'unique philosophie conséquente, fidèle à tous les enseignements des sciences naturelles, hostile aux superstitions, au cagotisme, etc. Aussi, les ennemis de la démocratie s'appliquèrent de toute leur force à réfuter le matérialisme, à le discréditer, à le calomnier. Ils défendaient les diverses formes de l'idéalisme philosophique qui de toute façon se réduit toujours à la défense ou au soutien de la religion. Marx et Engels défendirent résolument le matérialisme philosophique et ils montrèrent maintes fois ce qu'il y avait de profondément erroné dans toutes les déviations à l'égard de cette doctrine fondamentale. Leurs vues sont exposées avec la plus grande clarté et de détail dans les ouvrages d'Engels, Ludwig, Feuerbach et l'Anti-Düring qui, comme le manifeste du Parti communiste, sont les livres de chevet de tout ouvrier conséquent. Mais Marx ne s'arrêta pas au matérialisme du XVIIIe siècle. Il poussa la philosophie plus en avant. Il l'enrichit des acquisitions de la philosophie classique allemande, surtout du système de Hegel, qui avait conduit à son tour au matérialisme de Feuerbach. La principale de ces acquisitions est la dialectique, c'est-à-dire la théorie de l'évolution dans son aspect le plus complet, le plus profond
radium, les électrons, la transformation des éléments ont admirablement confirmé le matérialisme dialectique de Marx en dépit des doctrines des philosophes bourgeois et de leur nouveau retour à l'ancien idéalisme pourri. Approfondissant et développant le matérialisme historique, Marx le fit aboutir à son terme logique et il l'étendit de la connaissance de la nature à la connaissance de la société humaine. Le matérialisme de Marx fut la plus grande conquête de la pensée scientifique. Au chaos et à l'arbitraire qui régnait jusque-là dans les conceptions de l'histoire et de la politique, succéda une théorie scientifique remarquablement cohérente et harmonieuse qui montre comment, d'une forme d'organisation sociale surgit et se développe, par suite de la croissance des forces productives, une autre forme plus élevée, comment par exemple le capitalisme naît du féodalisme, le capitalisme naît du féodalisme, le capitalisme naît du féodalisme. De même que la connaissance de l'homme reflète la nature qui existe indépendamment de lui, c'est-à-dire la matière en voie de développement. De même, la connaissance sociale de l'homme, c'est-à-dire les différentes opinions et doctrines philosophiques, religieuses, politiques, etc., reflète le régime économique de la société. Les institutions politiques s'érigent en superstructures sur une base économique. Nous voyons par exemple comment les différentes formes politiques des États européens modernes servent à renforcer la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. Ici, c'est Lénine résume ce qu'est le matérialisme historique, on va dire, en évoquant la dialectique. Et du coup, il dit, voilà que, comment dire, que c'est une théorie scientifique qui permet d'expliquer le cours du développement de la civilisation. Il insiste sur le fait que la connaissance sociale de l'homme est toujours dépendante du régime économique dans lequel il vit et que ce régime économique structure de la société en retour. La philosophie de Marx est un matérialisme philosophique achevé qui a donné de puissants instruments de connaissance à l'humanité et à la classe ouvrière surtout. Et à la classe ouvrière surtout. Et à la classe ouvrière surtout. Après avoir constaté que le régime économique constitue la base sur laquelle s'érige la superstructure politique, Marx réserve son attention surtout à l'étude de ce régime économique. L'œuvre principale de Marx, Le Capital, est consacrée à l'étude du régime économique de la société moderne, c'est-à-dire capitaliste. Je vais donner juste ici la définition du mot superstructure parce que c'est un mot qui revient souvent dans la théorie marxiste. Je suis pas sûr de donner une définition exacte, mais souvent dans la schématisation de la société que fait Marx, il y a l'idée d'une société en strates. C'est-à-dire la société s'organise en strates sociales, mais aussi en strates structurelles qui organisent la société plus largement. Et ce que Marx appelle la superstructure, c'est tout ce qui s'élève au-dessus de l'économie, sans toutefois, quand s'élève, disons, je sais pas comment dire, genre ça paraît ne pas dépendre directement de l'économie, mais en réalité, ça en dépend entièrement. Et ce sont des structures sociales qui sont issues de l'organisation économique de la société, mais qui se présentent comme étant naturelles et comme n'en dépendant pas. Je pense que des exemples de superstructures qu'on peut donner, c'est d'abord l'État. Dans la théorie marxiste, l'État, se prétend s'élever au-dessus de la société et la superstructurer. On peut citer aussi la famille ou l'idéologie.
valeur de toute marchandise est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire à la production de cette marchandise. Voilà, donc là, Lénine parle de l'ouvrage de Marx qui s'appelle Le Capital, qui est vraiment son œuvre majeure. Et il cite Adam Smith et David Ricardo comme des précurseurs de Marx. Il faut noter que le sous-titre du Capital, c'est Critique de l'économie politique. Enfin, c'est le nom qu'on donne à la doctrine économique d'Adam Smith et de David Ricardo. Je continue. Là où les économistes bourgeois voyaient des rapports entre objets, entre parenthèses, échange d'une marchandise contre une autre, Marx découvrit des rapports entre hommes. L'échange de marchandises exprime le lien établi par l'intermédiaire du marché entre les producteurs isolés. L'argent signifie que ce lien devient de plus en plus étroit, unissant en un tout indissoluble toute la vie économique des producteurs isolés. Le capital signifie le développement continu de ce lien. La force de travail de l'homme devient une marchandise. Le salarié vend sa force de travail aux propriétaires de la terre, des usines, des instruments de production. L'ouvrier emploie une partie de la journée de travail à couvrir les frais de son entretien et de celui de sa famille. Entre parenthèses, le salaire. L'autre partie a travaillé gratuitement en créant pour le capitaliste la plus-value, source de profit, source de richesse pour la classe capitaliste. Bon, ce paragraphe, c'est vraiment résumé de la conception marxiste de l'économie, c'est-à-dire la valeur provient du travail. Et dans la société capitaliste, du travail salarié. Et l'enrichissement des capitalistes et même la classe capitaliste repose sur la création de plus-value par les prolétaires, par les ouvriers. La théorie de la plus-value constitue la pierre angulaire de la théorie économique de Marx. Le capital créé par le travail de l'ouvrier pèse sur l'ouvrier, ruine les petits patrons et crée une armée de chômeurs. Dans l'industrie, la victoire de la grosse production est visible d'emblée. Nous observons d'ailleurs un phénomène analogue dans l'agriculture. La supériorité de la grosse exploitation agricole capitaliste augmente. L'emploi des machines se généralise. Les exploitations paysannes voient se resserrer autour d'elles le nœud coulant du capitalisme financier. Elles déclinent et se ruinent sous le joug de leurs techniques arriérées. Dans l'agriculture, les formes de ce déclin de la petite production sont autres, mais le déclin lui-même est un fait incontestable. Bon, ici, ce chapitre, c'est une description de la tendance au monopole dans le capitalisme, c'est-à-dire que le capital, dans sa quête perpétuelle au profit et à toujours plus de plus-value, organise et rationalise la production, ce qui fait que les autres formes productives, les petites entreprises, les petites exploitations agricoles ne peuvent pas rivaliser, ce qui met la société sous pression. Le capital qui bat la petite production conduit à augmenter la productivité du travail et à créer la prépondérance des associations de gros capitalistes. La production elle-même devient de plus en plus sociale. Des centaines de milliers et des millions d'ouvriers sont réunis dans un organisme économique coordonné, tandis qu'une poignée de capitalistes s'approprie le produit du travail commun. L'anarchie de la production grandit. Crise, course folle à la recherche de débouchés, existence non assurée pour la masse de la population. Tout en augmentant la dépendance des ouvriers envers le capital, le régime capitaliste crée la grande puissance du travail unifié. Je trouve que cette phrase est très importante, très importante, et je veux même la relire, parce que beaucoup de personnes qui se pensent marxistes ou se disent anticapitalistes oublient
cette affirmation. Donc, tout en augmentant la dépendance des ouvriers envers le capital, c'est, disons, le volet négatif du capitalisme. Le régime capitaliste crée la grande puissance du travail unifié. C'est le volet plutôt positif. Ça, c'est très important. C'est très important. Car dans la conception matérialiste de l'histoire et dans la conception dialectique de l'histoire, on considère que le développement de toute chose contient également son contraire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capitalisme accroît les forces productives de la société. Et par là même, il rationalise et selon Marx, il crée une grande puissance productive. Et il n'y a qu'à le voir aujourd'hui. On vit à une époque où le développement capitaliste est beaucoup plus avancé qu'à l'époque de Lénine ou que même à l'époque de Marx. Dans les vieilles puissances capitalistes comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc., on voit que ce modèle a eu une forme de succès. Par exemple, le fait de mourir de faim en France, c'est quelque chose de beaucoup plus rare que ça pouvait l'être au milieu du je sais pas, du XVIIIe siècle. Ça existe encore, mais c'est beaucoup plus marginal. Et donc, le capitalisme accroît la force productive de la société. Mais en fait, cet accroissement se fait sur le dos d'une classe exploitée. Et ça, c'est vraiment important à comprendre que j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais que quand on conçoit l'histoire de façon dialectique, il faut toujours concevoir les choses pas comme le bien et le mal, mais comme un développement de forces qui produisent parfois des dynamiques contradictoires. Et le rôle des communistes, c'est d'exploiter et de rendre visibles ces contradictions, de les, je dirais même de les exacerber pour arriver à un stade de développement supérieur de la société. Et il faut aussi se dire que les choses ne se font pas d'elles-mêmes, c'est-à-dire la société, le développement historique se fait pas de façon autonome de l'action humaine. L'histoire est faite par les hommes. Ça, pour en avoir une idée un peu plus précise, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Marx a suivi le développement du capitalisme depuis les premiers rudiments de l'économie marchande, l'échange simple jusqu'à ses formes supérieures, la grande production. Et l'expérience de tous les pays capitalistes, vieux et neufs, montre nettement d'année en année, à un nombre de plus en plus grand d'ouvriers, la justesse de cette doctrine de Marx. Le capitalisme a vaincu dans le monde entier, mais cette victoire n'est que le prélude de la victoire du travail sur le capital. Grand 3, grand 3, grand 3, grand 3. Lorsque le régime féodal fut renversé et que la libre société capitaliste vit le jour, il apparut tout de suite que cette liberté signifiait un nouveau système d'oppression et d'exploitation des travailleurs. Aussitôt, diverses doctrines socialistes commencèrent à surgir, reflet de cette oppression et protestation contre elle. Ici, on retrouve l'idée que les idées sont toujours liées à l'organisation économique de la société. Je vous renvoie au premier chapitre de la vidéo. Mais le socialisme primitif était un socialisme utopique. Il critiquait la société capitaliste, la condamnait, la maudissait. Il rêvait de l'abolir, il imaginait un régime meilleur. Il cherchait à persuader les riches de l'immoralité de l'exploitation. Mais le socialisme utopique ne pouvait indiquer une véritable issue. Il ne savait ni expliquer la nature de l'esclavage salarié en régime capitaliste, ni découvrir les lois de son développement, ni trouver la force sociale capable de devenir le créateur de la société nouvelle. Marx et la doctrine de Marx est pensée et créée
dans un contexte où il y a déjà des idées socialistes qui existent. Le socialisme existe et même des bribes de matérialisme existent déjà. Marx, ce qu'il fait, et il le dit lui-même, c'est de unifier ces tendances et de leur donner une visée scientifique, mais aussi une visée utilitaire, c'est-à-dire rendre toutes ces doctrines utiles à la transformation effective de la société. Et donc un des courants du socialisme auquel s'oppose Marx, c'est ce qu'il appelle le socialisme utopique. Ce sont tout un tas d'auteurs qui font le constat de l'inefficacité de l'organisation de la société sous le régime capitaliste et vont imaginer différentes façons dont la société pourrait être organisée autrement pour le bien de tous, le bien des salariés, etc. Et donc Lénine dit, voilà, c'est des socialistes qui cherchaient à persuader les riches de l'immoralité de l'exploitation. Pour Marx et pour les marxistes, on s'oppose à ce genre de conception de l'histoire et ce genre de vision utopiste de la réalité, parce que ce n'est pas comme ça, enfin, comment dire, les transformations sociales n'arrivent jamais comme ça. Pourquoi les marxistes insistent aussi lourdement sur la lutte des classes? C'est parce que pour nous, la lutte des classes, c'est le moteur du changement historique. C'est le moteur du changement historique, c'est-à-dire que tous les grands changements dans l'organisation sociale, le passage du féodalisme au capitalisme par exemple, se font sous l'effet de dynamiques sociales et de renversements sociaux. Et donc, quand on se prétend socialiste, c'est-à-dire qu'on veut plus de justice économique, plus de justice sociale, la disparition des inégalités entre les classes sociales, on ne peut pas juste souhaiter et faire des vœux pieux pour une société meilleure. Ce que l'on doit faire, c'est analyser concrètement quelles sont les dynamiques dans le présent qui permettent l'advenue d'une autre société. Et donc, c'est pour ça que c'est très très important de garder en tête que le marxisme, c'est ni un activisme qui est déconnecté de toute théorie, ni quelque chose pour universitaire qui reste dans sa tour d'ivoire et qui n'agit pas sur le monde réel. C'est les deux en même temps, parce que pour agir, il faut voir qu'est-ce qui concrètement, dans la situation présente, permettrait l'advenue d'une société meilleure. Pour en avoir une idée, il faut analyser le présent de façon dialectique. Et je reviens à la phrase que je lisais tout à l'heure. Voilà. Tout en augmentant la dépendance des ouvriers envers le capital, le régime capitaliste crée la grande puissance du travail unifié. Et c'est dans ces contradictions du capitalisme, c'est-à-dire dans ses aspects positifs comme négatifs, que l'on peut trouver les forces sociales qui permettront la révolution. Voilà. Et le marxisme, c'est pour ça que le marxisme est avant tout ni une théorie descriptive neutre, ni juste, je sais pas, un cahier des charges, un cahier de doléances contre le capitalisme. Le marxisme, il faut le penser comme un manuel d'action, c'est-à-dire comment concrètement on peut faire pour faire la révolution. Et ça se fait en étudiant. Je continue. Cependant, les révolutions orageuses qui accompagnèrent partout en Europe et principalement en France la chute de la féodalité, du sevrage, montraient avec toujours plus d'évidence que la lutte des classes est la base et la force motrice du développement. Voilà, à chaque fois que je fais des commentaires, Lénine dit exactement la même chose après. Pas une seule liberté politique n'a été conquise sur la classe des féodaux sans une résistance acharnée. Pas un seul pays capitaliste ne s'est constitué sur une base plus ou moins libre, démocratique
les phrases, les déclarations et les promesses morales, religieuses, politiques et sociales, à discerner les intérêts de telle ou telle classe. Ça, c'est très 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 important. C'est vraiment très important. Et c'est, je dirais, un programme que tout le monde devrait s'appliquer, que toute personne qui se prétend de gauche, ou en tout cas, voilà, révolutionnaire, communiste, etc. Quand vous entendez des gens dans les médias, quand vous entendez des politiciens parler, toujours se demander quels intérêts économiques, sociaux, cette personne est-elle en train de défendre. Les partisans des réformes et améliorations seront dupés par les défenseurs du vieil ordre des choses, aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris que toute vieille institution, si barbare et pourrie qu'elle paraisse, est soutenue par les forces de telle ou telle classe dominante. Et pour briser la résistance de ces classes, il n'y a qu'un moyen, trouver dans la société même qui nous entoure, puis éduquer et organiser pour la lutte les forces qui peuvent et doivent, de par leur situation sociale, devenir la force capable de balayer le vieux et de créer le nouveau. C'est génial parce que là on a vraiment le résumé de qu'est-ce que doit faire un communiste. On entend souvent autour de nous, et je dirais souvent dans des gens de notre génération, même de vieille génération, des gens qui se plaignent tout le temps, et même, je sais pas, je pense que ça arrive à tout le monde de se résigner et de se dire que tout est foutu, que la société est pourrie, que tout est pourri et que on peut rien faire et qu'on doit juste attendre la fin du monde. Par exemple, là, quand on voit toutes les canicules qu'il y a eu, on peut se dire bon c'est terrible, mais nous on n'a aucun pouvoir d'action sur ça et donc on se lamente, on pleure, etc. Mais non, il faut vraiment sortir de ce schéma mental et penser de façon dialectique et se dire que, voilà, je recite Lénine, il n'y a qu'un moyen, trouver dans la société même qui nous entoure, puis éduquer et organiser pour la lutte les forces qui peuvent devenir la force capable de balayer le vieux et créer le nouveau. Et moi c'est un programme que je m'applique. Je dirais même que là c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'il faut chercher dans la société même, dans la société telle qu'elle est ici et maintenant, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, internet, tout ce qui, même je dirais même des choses qui vous paraissent totalement non révolutionnaires, et ben quand on pense de façon dialectique, toutes choses, en tout cas toutes les choses qui, il y a plein d'objets sociaux qui contiennent des potentiels révolutionnaires, et le rôle des communistes, c'est pas de se lamenter, c'est pas de se retirer de la société, c'est pas de devenir des moines et d'espérer pour un monde meilleur, etc. Non, il faut s'organiser concrètement, matériellement, pour organiser les forces sociales. Ce sont des forces sociales, donc c'est pas des individus isolés, etc. Il faut s'organiser matériellement pour l'advenue d'une société meilleure, du socialisme. Et ça se fait quoi? Ça se fait concrètement en militant. Et je pense que je ferai une autre vidéo sur comment on fait pour militer, parce que c'est vrai que parfois ça paraît pas très évident, et même ça peut être un peu intimidant. Donc c'est une autre idée que j'avais. Une vidéo un peu tuto, comment devenir militant ou militante. Seul le matérialisme philosophique de Marx a montré au prolétariat la voie à suivre pour sortir de l'esclavage spirituel où végétaient jusque-là toutes les classes opprimées. Seule la théorie économique de Marx a expliqué la situation véritable du prolétariat dans l'ensemble du régime